Bienvenue à Parlons éthique, le podcast où nous parlons d'éthique pratique avec des spécialistes de différentes questions afin d'enrichir nos réflexions et surtout de mieux agir. À l'émission d'aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sophie Pelland. Elle a complété un doctorat en physique des particules théoriques à l'Université Cornell. Elle travaille depuis 2005 dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'intégration des énergies renouvelables au réseau électrique. Elle a travaillé comme consultante auprès de développeurs de parcs photovoltaïques à travers le monde et travaille actuellement comme chercheuse chez Ganmet Énergie, un centre de recherche fédéral en énergie propre. Au cours de l'émission, nous abordons plusieurs aspects de la transition énergétique en mettant l'accent sur la place qui revient à l'énergie solaire. Nous abordons entre autres le fonctionnement des panneaux solaires photovoltaïques et de leur développement technologique qui leur permettent d'être de plus en plus utilisés. On aborde également les enjeux éthiques reliés à la création et à la gestion des panneaux solaires. On parle aussi de la gestion et la création d'électricité par Hydro-Québec et de ce qu'on peut faire individuellement pour faciliter la transition énergétique. Sophie nous offre une perspective encourageante sur la transition énergétique qui devrait laisser une place de choix au tournant solaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie solaire avec Sophie Pelland. Donc, bonjour Sophie et bienvenue à Parlons éthique. Bonjour, merci de m'avoir invité. En fait, juste d'un point de vue technique, qu'est-ce que c'est de l'énergie solaire et quelles sont grosso modo les sortes d'énergie solaire pour qu'on puisse bien se retrouver et comment est-ce que ça fonctionne grossièrement? OK. Bien, comme on disait tantôt, il y a plusieurs sortes d'énergie solaire à ne pas confondre. En gros, on peut soit produire de l'électricité ou de la chaleur. Donc, la chaleur, ce qu'on appelle le solaire thermique, c'est le phénomène qu'on connaît bien, là. Comme on disait, si on porte un chandail noir ou si on a un matériau noir qui est exposé au soleil, il va se réchauffer. Donc, à la base, par exemple, les gens qui veulent chauffer leur piscine, ils peuvent avoir un revêtement noir sur leur toit avec de l'eau qui circule, puis ça va préchauffer la piscine. On a des matériaux là, plus sophistiqués, des panneaux solaires thermiques qu'on peut mettre sur notre toit, puis qui vont produire de la chaleur. Des fois, ça peut être couplé avec un chauffe-eau qui va être sur le toit, puis qui va préchauffer l'eau. Donc ça, c'est solaire thermique. Ensuite, du côté production d'électricité, on a le solaire photovoltaïque, que je vais pouvoir vous décrire plus en détail parce que c'est sur ça que je travaille personnellement. Puis, on a la concentration de l'énergie solaire. Donc, habituellement, on va avoir des miroirs paraboliques qui vont prendre l'énergie solaire, les rayons directs, puis ils vont les concentrer sur, par exemple, un tube avec un liquide qui circule dans ce tube-là. Ils vont chauffer le liquide, puis le liquide chaud ou la vapeur va être le moteur pour une turbine, finalement, faire fonctionner une turbine. Donc ça, c'est le solaire à concentration. Puis finalement, le solaire photovoltaïque, c'est des matériaux spéciaux qui vont permettre de convertir l'énergie du soleil en électricité directement, de ce qu'on appelle des panneaux solaires. Dans un module solaire, on a au moins deux matériaux légèrement différents. Ce qu'on va appeler une jonction PN. Ça peut être 2 fois du silicium. Au fait, habituellement, c'est 2 fois du silicium qu'on a purifié énormément, donc qui est à 99,999% pur. Et ensuite, on va ajouter des petites impuretés, par exemple du phosphore. Puis la raison qu'on fait ça, c'est que en prenant une couche qui a du phosphore, puis une couche qui a, par exemple, du bore, comment on dit boron en français? Oui, du bore, ouais. Du bore. Ça fait qu'il va y avoir une migration, dans le fond, des électrons d'une couche vers l'autre, puis ça va créer un champ électrique permanent à la jonction entre les deux surfaces. Fait que ce qui se passe, c'est, dans le fond, on peut penser que la lumière, c'est une collection de particules, des photons. Ces particules-là vont frapper les atomes, puis ils vont parfois exciter des électrons. Puis si ces électrons-là sont éjectés proches de ce champ électrique-là, ils peuvent commencer à circuler dans le matériau pour créer un courant électrique. Donc, en gros, on prend 2 couches de matériaux, on crée une jonction avec un champ électrique permanent, puis ça permet de créer, à partir des photons qui frappent le matériel, ça permet d'éjecter des électrons, puis de créer un courant. Puis ensuite, on va avoir des lignes de cuivre à la surface de notre cellule solaire qui vont faire circuler le courant. Fait que ça, c'est l'élément de base, c'est la cellule photovoltaïque. Ensuite, on va prendre plusieurs cellules, à peu près 72 cellules, qu'on va connecter en série pour créer ce qu'on appelle un module photovoltaïque ou un panneau solaire. Donc ça, c'est ce que tu peux aller chez Canadian Tire, acheter un module photovoltaïque, en mettre plusieurs ensemble pour créer éventuellement un système là, qu'on mettrait sur un toit ou quelque chose comme ça.
Et ensuite, l'énergie est stockée ou est-ce qu'elle doit être utilisée immédiatement? Comment est-ce que ça fonctionne là, pour l'utilisation? Bien, ça dépend des cas. Au fait, d'abord, ce que ça crée comme courant, c'est ce qu'on appelle du courant continu, donc qui va dans une direction. On sait que nous, ce qu'on utilise à la maison, c'est du courant alternatif. Fait que si on veut l'utiliser quand on est branché au réseau, on va vouloir utiliser quelque chose qui s'appelle un onduleur. Donc, après qu'on ait notre matrice avec plusieurs panneaux solaires, on va brancher ça à la sortie de notre matrice. On va brancher ça à un onduleur. L'onduleur va convertir ça à du courant alternatif qu'on va pouvoir utiliser dans la maison. Donc, si on est branché au réseau, comme si on est branché à Hydro-Québec, à ce moment-là, on n'a pas besoin de stockage. Quand on produit de l'électricité, on peut soit l'utiliser directement ou si on a des surplus, on peut les exporter sur le réseau. Puis quand on n'en produit pas assez, on peut utiliser l'électricité du réseau. Est-ce que c'est-à-dire que l'énergie qu'on produirait en surplus avec nos panneaux solaires, on pourrait le redistribuer dans le réseau? Exact. Donc, on le renverrait comme Hydro-Québec? Oui, c'est ça. OK. Ouais. C'est intéressant. Oui. Puis par contre, si tu n'es pas connecté au réseau, donc si tu es dans un chalet isolé ou un système isolé, bien, à ce moment-là, oui, c'est fortement recommandé là, d'avoir du stockage, à moins que tu aies, je sais pas, une pompe à eau ou quelque chose comme ça, puis tu dis, bon, je vais juste la faire fonctionner quand il fait soleil. Mais à part de ça, si tu as un chalet, par exemple, hors réseau, bien, à ce moment-là, tu vas avoir un petit peu de stockage, effectivement. Là. Puis la quantité de stockage va dépendre du nombre de jours d'indépendance que tu veux. Tu sais, si tu dis, ben moi, s'il fait presque pas soleil pendant 3 jours, je veux quand même avoir de l'électricité, tu vas avoir besoin de plus de stockage. Parfait, ben je pense, j'ai l'impression qu'on a quand même une bonne idée de comment ça fonctionne. Et un des aspects les plus importants, c'est la productivité. Parce que quand on veut l'énergie, ben, on en veut de façon suffisante. Donc, par exemple, au niveau mondial ou au niveau du Canada, quelle quantité d'énergie qui est créée de cette façon-là par l'énergie solaire? Au niveau mondial, c'est de l'ordre de 3% de notre électricité qui est générée avec le photovoltaïque. Puis au Canada, c'est de l'ordre de 0,8%, donc c'est moins significatif. Puis d'un pays à l'autre, ça peut aller à de l'ordre de 10% pour certains pays, là, comme l'Allemagne, le Honduras, la Californie, là, donc certains États vont autour de 10% de leur électricité. Donc, c'est vraiment pas négligeable là, au niveau mondial à quel point ça non, puis ça l'augmente très rapidement. Là. Dans le fond, si on regarde, je pense, les 4 dernières années, il s'est installé plus d'énergie solaire puis d'éolienne que de charbon ou de nucléaire ou de gaz naturel. Donc, ça fait au moins 4 ans que les énergies renouvelables sont la source principale là, qui est installée. Là, quand tu dis ça, c'est par rapport en termes de pourcentage, justement, ou c'est... Oui, en termes de capacité installée ou de pourcentage, oui. En fait, on installe plus de modules, donc on produit plus d'électricité. Mais par module, j'imagine aussi, il doit y avoir on parlait d'évolution, là, que ça prend de plus en plus de place. Est-ce qu'il y a une évolution au niveau de notre capacité de stockage, de récolter l'énergie solaire, etc.? Est-ce qu'il y a des grandes avancées? Quel est le rythme de développement à ce niveau-là? Au point de vue de l'efficacité des cellules, par exemple, ça c'est le pourcentage de l'énergie solaire qui est convertie en électricité. Oui, ça l'augmente de façon, je dirais, incrémentale. Là. Graduellement, on fait des améliorations. Là. Donc, on est rendu pour les modules en silicium, là, comme j'ai dit, c'est de l'ordre de 20% l'efficacité. Mais ce qui a surtout évolué, c'est les prix. Donc, les prix ont baissé là, de 10-20% par année au cours des dernières années. Là, fait que quand ça a commencé dans les années 1950, à peu près, là, c'était utilisé finalement seulement pour les satellites dans l'espace. Puis les coûts étaient de plusieurs milliers de fois qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il y a eu une énorme évolution au niveau des coûts. Puis ensuite, pour l'efficacité, il y a aussi différents matériaux. Les gens travaillent toujours sur différentes technologies. Il y a quelque chose qui s'appelle les perovskites, que je connais pas bien, là, mais qui sont des matériaux qui coûtent beaucoup moins cher à fabriquer que les cellules solaires en silicium. Puis ça, sont rendus à des efficacités intéressantes, là, aussi dans les 20%, mais ils travaillent sur la stabilité, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'atteindre ces efficacités-là, mais ça va se dégrader très rapidement là, à l'exposition à la lumière, à la chaleur, etc. Fait que les cellules se dégradent. Et après, les cellules en perovskite. Donc, il y a beaucoup de nouveaux matériaux sur lesquels les gens travaillent. Il y a aussi ce qu'on appelle les couches minces. Donc, c'est des couches beaucoup plus minces que les modules silicium. Par exemple, en tellurure de cadmium, il y a une compagnie qui s'appelle First Solar, qui sont en Californie, je pense, puis qui avait le vent dans les voiles pendant un certain temps. Mais le silicium continue à dominer. Il y a toutes sortes de nouveaux matériaux sur lesquels les gens planchent, mais le silicium performe bien, les prix continuent à baisser,
Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une autre technologie qui a réussi à détrôner le silicium, là, si on peut dire. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y avait une augmentation incrémentale, donc Ouais. par petits, des petits gains, mais on atteint pas mal, comme presque l'asymptote. Ben, il y a quand même une limite avec... C'est sûr qu'on est capable d'avoir des efficacités beaucoup plus élevées. Comme les cellules qu'on envoie dans l'espace pour les satellites, ils vont avoir des efficacités là, de l'ordre de 40%. Sauf qu'encore là, ils coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ce qu'on appelle des multijonctions. Fait que tantôt, je parlais d'une jonction avec un champ électrique à la jonction. On peut mettre toutes sortes de jonctions, faire dans le fond comme un genre de sandwich ou monter des étages avec différentes jonctions parce que chaque jonction, dépendant des matériaux qu'on utilise, va aller chercher certains photons. Si vous avez vu en chimie, là, dans le fond, avec, comme on appelle ça, les orbitales, dans un atome, ça prend une certaine quantité d'énergie pour que l'électron passe d'un niveau à un autre. Puis selon les matériaux qu'on utilise, la quantité d'énergie est différente. Donc, si on met plusieurs couches, on réussit à aller capturer une plus grande partie des photons, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est ça. Comme je dis, il y a toutes sortes d'autres matériaux, mais le silicium, pour l'instant, domine vraiment. Okay, donc, c'est pas le matériel lui-même, mais c'est l'organisation du matériel qui coûte plus cher comme dans l'espace. Mais on pourrait baisser les prix, finalement, ça devienne le module dominant dans 20 ans, ou ça risque d'être difficile? Je pense que les prix vont toujours être plus élevés parce que t'as tous les différents matériaux qui doivent, comme on dit, là, être purifiés, etc. Donc, je pense que ça va toujours rester... Ben, en tout cas, je ne devrais pas dire ça. Il y a aussi le photovoltaïque avec concentration, où encore là, ils concentrent beaucoup la lumière. Fait que là, ils vont utiliser une plus petite cellule où est-ce qu'ils concentrent la lumière, puis ils vont utiliser des matériaux, encore là, des multijonctions. Peut-être que dans ce cas-là, ça peut avoir une application, là. Et concernant le stockage, j'ai déjà entendu des choses, mais là, peut-être que ça n'aura pas de sens ce que je vais dire, mais que le stockage était plus difficile que d'autres types d'énergie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des pertes? Est-ce qu'il y a des problèmes-là de cette nature-là? Il y a toujours des pertes, c'est sûr, avec les batteries, là, des pertes quand on charge puis quand on décharge. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. Le stockage, c'est quand même... les prix du stockage aussi ont beaucoup baissé, mais ça reste une solution qui est dispendieuse. Quand on est branché au réseau, pour des petits systèmes branchés au réseau, tu n'as pas besoin de stockage. Mais là, c'est sûr qu'il y a tout l'enjeu, qu'est-ce qui arrive quand on veut mettre énormément d'énergie solaire sur un réseau. Là, effectivement, le stockage peut devenir pertinent. Ben, c'est un peu comme le principe, quand je disais on est un chalet hors réseau, ben là, on a besoin de stockage. Puis, dans la même ligne d'idée, si on dit, OK, moi, j'ai un réseau, puis je veux avoir 50% de mon électricité qui vient d'énergie solaire, ben là, à moins que je décide de consommer, comme on disait tantôt, seulement quand il fait soleil, je vais avoir besoin de stockage. Donc, dans ce cas-là, le stockage devient pertinent, mais il y a toutes sortes d'autres solutions aussi à part le stockage. J'ai l'impression, parce qu'en plus, il me semble que, par exemple, l'énergie thermique, c'est beaucoup plus dur. En fait, on ne peut pas stocker la chaleur, par exemple, alors qu'on peut stocker l'électricité, justement. Non, la chaleur, ça stocke quand même bien. Là, comme par exemple, on parlait des chauffe-eau tantôt. Un chauffe-eau, c'est quand même bien isolé. Là. Donc, si je chauffe de l'eau, puis je la garde dans un chauffe-eau, ça peut rester assez longtemps. Là. Puis, ils ont fait un projet en Alberta, dans une communauté, ça s'appelle Okotoks. Puis, c'était du solaire thermique avec du stockage saisonnier. Fait qu'en fait, je pense que je connais pas très bien le projet, là, mais qu'il y avait, dans le fond, un réservoir souterrain où ils stockaient la chaleur de façon saisonnière. Donc, au contraire, moi, je pense que la chaleur, ça stocke plus facilement que l'électricité. Je devrais pas dire plus facilement, mais je pense que c'est potentiellement moins cher, là. OK. Ouais. Et là, on parlait de faire de l'électricité solaire chez soi. Est-ce que c'est quelque chose qui est payant, qui est vert de le faire? Parce que, bon, faut quand même acheter des modules solaires. Est-ce que tu le recommanderais? Ça dépend un peu de la situation. Comme je disais, si on est hors réseau, là, ben, je peux donner l'exemple. Moi, j'ai un chalet qui est hors réseau, puis on est assez loin du réseau. Puis en mettant un seul panneau solaire sur le toit, ça nous a permis d'avoir de l'éclairage, charger des téléphones, des ordinateurs, faire fonctionner une pompe à eau. Donc, dans ce cas-là, ramener Hydro-Québec jusque chez nous, ça aurait coûté 100 000 $ ou plus. Okay. Tandis que ça, c'était, bon, je sais pas, quelques mille dollars, là, mais tu sais, dans ce cas-là, c'était très, très avantageux. Maintenant, ça dépend où on est. Si on est au Québec, l'électricité est quand même pas mal verte. Ouais. Donc, ça dépend un peu de la perspective. Là, au point de vue de la rentabilité, je pense que le coût de l'électricité solaire au Canada, c'est de l'ordre de 8 à 12 sous par kilowattheure. Okay. Puis les tarifs d'électricité, je crois que c'est de l'ordre de à peu près 6 à 20 sous par kilowattheure, si je ne me trompe pas. Fait qu'on commence à être au niveau qu'on appelle la parité avec le réseau. Donc, ça commence à être intéressant.
Mais au Québec en particulier, bon, je pense que c'est la première tranche qui est autour de 6 sous par kilowattheure. Puis quand on dépasse une certaine consommation par mois, ça monte à 9 sous, quelque chose comme ça. Donc, on est dans les mêmes eaux, mais je pense pas qu'en ce moment, je peux dire que quelqu'un va faire de l'argent s'il est connecté au réseau en s'achetant un système solaire. Mais il pourrait le faire pour d'autres raisons. Par exemple, il y a des bâtiments qui veulent être net zéro. Donc, l'idée, c'est, OK, moi, sur une base annuelle, je veux produire autant d'électricité que j'en consomme. De plus en plus de bâtiments comme ça qui se créent. Puis je pense que c'est quand même un modèle intéressant de dire, tu sais, si on rajoute un bâtiment, on ne va pas rajouter à la charge nette. Puis moi, ma vision, personnellement, c'est que le Québec, on a une électricité verte. Ce serait bien, si nous, on en consomme moins, ou si on rajoute des panneaux solaires, de pouvoir en exporter ailleurs, où c'est pas toujours facile pour eux de rendre leur électricité plus verte. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est un geste vert. Mais c'est sûr que si c'est une optique purement québécoise, mais l'hydroélectricité, c'est déjà une électricité qui produit très peu de gaz à effet de serre. Et quand on parle de gaz à effet de serre, il faut produire ces panneaux-là. Donc, Ouais. la production, le recyclage, à quel point est-ce que c'est vert, à quel point c'est problématique, à quel point c'est facile de le faire. Pour y aller d'une façon là, qui est assez facile à comprendre, on peut regarder combien d'années ça va prendre pour produire autant d'énergie qui a été utilisée pour produire mon système solaire. Puis, dépendant du type de système, on parle de l'ordre de moins d'1 an à peu près 2 ans. Puis, les systèmes, selon les garanties, ils ont une durée de vie de l'ordre de 25 ans. Donc, ça donne un ordre d'idée en termes de la consommation d'énergie. En termes de recyclage, mais ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on installe massivement des systèmes solaires. En Europe, ils ont du recyclage pour les panneaux solaires. Ici, c'est pas encore en place. J'espère que ça va se mettre en place bientôt. Puis c'est sûr que, bon, il va toujours y avoir des enjeux là, pour n'importe quelle sorte d'énergie produire, que ce soit des éoliennes, des panneaux solaires, des barrages hydroélectriques. Il va toujours y avoir des impacts environnementaux. Au niveau du solaire, par exemple, bon, certains des matériaux qui sont utilisés, il va y avoir une petite quantité de plomb qui va être utilisée, etc. Donc, c'est important, effectivement, là, en fin de vie, que ce soit pas lancé n'importe où, là, que ce soit réutilisé le plus possible. Mais je pense que quand on compare ça là, à plusieurs des alternatives, comme le charbon, le gaz naturel, etc., je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, beaucoup de débats. Ouais. Non, c'est ça. J'ai peut-être une question un peu plus éthique. J'imagine que, justement, le développement de ces panneaux solaires-là et de la technologie pour utiliser l'énergie, j'imagine que pour les pays du Sud, qui sont souvent des pays qui sont désavantagés au plan économique, j'imagine que ça peut être un développement qui est intéressant, surtout pour eux qui, j'imagine, ont peut-être du soleil à l'année longue, par exemple, ça serait beaucoup plus avantageux, j'imagine. De l'utilisation, tu parles? Oui, c'est ça. Et le fait de le développer, ça peut amener peut-être je sais pas, une forme de justice internationale du fait que les pays du Sud ont plus de soleil et donc en développant la technologie, ça peut leur être plus bénéfique qu'à nous, en fait. Oui, bien effectivement, là, je pense que, tu sais, des fois, comme je disais pour l'exemple de notre chalet, là, des fois, ça peut d'avoir un seul module solaire, ça peut emmener, par exemple, de l'éclairage. Puis un exemple qu'on donne souvent, c'est, bon, ben, les enfants vont pouvoir étudier le soir à la lumière. Puis souvent, s'ils utilisent comme du kérosène ou des choses comme ça, c'est pas très sain là, de respirer ces vapeurs-là à l'intérieur. Là. Donc, ça peut être intéressant pour plein d'applications où ils ont presque pas besoin d'énergie, que ce soit comme garder des vaccins au froid, des choses comme ça. Donc oui, je pense que ça peut vraiment amener un changement positif. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui sont pas raccordés au réseau. Puis ça peut prendre un certain temps là, avant que les compagnies d'électricité s'intéressent à emmener le réseau jusqu'à eux. Donc, il y a plein de solutions. Ça peut être panneaux solaires sur leur maison, ça peut être en location ou en achat, ou ça peut être des fois des petits systèmes comme des micro-réseaux où on aurait peut-être pour le village en entier un système solaire, du stockage, etc. Donc oui, je pense que c'est vraiment là, une option intéressante. Puis ça commence à se développer quand même pas mal, là, comme je pense en mode location, t'sais. Parce que ils n'ont pas beaucoup de capitaux à investir, mais si ça revient moins cher finalement de louer l'électricité d'un système solaire que d'acheter du kérosène ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, là, c'est gagnant-gagnant. Là. Fait que je pense que oui, ça se développe quand même. En termes de transport d'énergie, est-ce que c'est assez facile? Par exemple, tu as parlé de le Canada qui pourrait exporter aux États-Unis. Ou... Je sais qu'il y avait un grand projet à un moment donné aussi pour l'Europe qui voulait installer des AirTech. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'en termes de transport d'énergie, c'est facile? Est-ce que c'est quelque chose d'un point de vue écologique? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est négatif? Oui, c'est quand même compliqué. C'est quand même dispendieux là, parce que
des lignes de transmission. Bon, c'est comme n'importe quel grand projet énergétique. Il va falloir que ça passe en quelque part. Puis, bon, habituellement, les gens, ils veulent pas que ça passe chez eux. En lien avec le... Donc, oui, il y a quand même des enjeux. Ça prend du temps, ça prend des négociations. Je pense, par exemple, le Québec, justement, quand il essaye d'exporter l'hydroélectricité, il y avait un projet, je me souviens plus dans quel État ils voulaient l'emmener, mais ça passait par un autre État, puis les gens dans cet État-là, ils voulaient pas, donc ça prend du temps. C'est pas facile là, de transporter l'électricité d'un endroit à l'autre. Mais à ce moment-là, c'est plus des problèmes légaux ou des problèmes c'est ça, sociaux, légaux, etc. Mais bon, etc. Sinon, on sait comment construire des lignes de transmission, là, mais ça a quand même un coût associé. Là, donc, il y a toutes sortes de défis comme ça. Mais effectivement, ça fait partie, de, comme je disais tantôt, le stockage, c'est une solution. Mais si on veut avoir un réseau avec beaucoup d'énergie renouvelable qu'on appelle variable, comme le solaire et l'éolien, bien, c'est très utile aussi d'être interconnecté sur des grandes surfaces parce que l'idée de base, c'est bon, ils vendent toujours en quelque part ou il fait toujours soleil en quelque part. Tu sais, plus que tu essaies d'équilibrer la demande et la production sur une grande surface, plus ça va être facile. Donc oui, c'est intéressant de ce point de vue aussi. En termes de répartition, donc c'est pour ça que tu dis que ça va être facile parce que justement, il suffit qu'il y ait un endroit où ça fonctionne bien, puis si tout est connecté, ben on peut... C'est ça, c'est que dans le fond, tu sais, si par exemple, donc on doit toujours équilibrer la demande et la production sur le réseau électrique. Donc, tu sais, si j'essaie d'équilibrer, mais au niveau de ma maison, puis il y a un nuage pendant un certain temps, ben là, tout d'un coup, ma production solaire, elle a chuté beaucoup. Mais habituellement, tu sais, si je vais à des centaines de kilomètres de là, la météo va être pas mal moins corrélée. Donc, si je regarde la moyenne sur une grosse surface, ça va être beaucoup plus lisse, ça va être beaucoup plus facile d'équilibrer. Donc ça, c'est vraiment, là, quand on regarde des propositions, là, des fois, les gens ils vont dire, OK, qu'est-ce que ça prendrait pour avoir un réseau avec, tu sais, je sais pas, 80% d'énergie solaire. Là, je dis pas que c'est ce qu'on doit avoir, mais il y a des gens qui font des études comme ça. Puis une des recommandations qui revient, c'est justement d'avoir l'équilibrage sur des grandes surfaces. Puis là, peut-être parce qu'on connaît moins ça que toi, mais Ouais. les dangers ou les désavantages qu'on pourrait avoir avec le solaire, tu dois les connaître mieux que nous. Peut-être juste pour qu'on les aborde, puis on voit comment est-ce qu'on peut répondre peut-être à ces effets moins intéressants. Là. OK. Ben, le désavantage principal, j'en ai parlé, c'est le fait que c'est variable. Ça dépend du soleil. Donc, c'est un plus là, au point de vue environnemental, mais au point de vue, comme j'ai dit, de l'équilibrage de la production avec la demande, ben, c'est un défi là, parce que non seulement c'est variable, mais on sait dans le cas du solaire que la nuit, il n'y en a pas. Donc, mais par définition. nous, on continue de consommer de l'électricité la nuit. Donc, c'est de ce point de vue-là, je pense que c'est les plus gros défis là, pour l'énergie solaire, c'est vraiment la variabilité. Puis aussi, des fois, moi, j'ai travaillé dans le passé un peu sur les prévisions solaires, donc c'est sûr que si on pouvait prédire la variabilité parfaitement, ce serait un peu moins difficile, parce qu'on pourrait dire, OK, on va avoir telle quantité de réserve, on va avoir telle autre génératrice qui va pouvoir embarquer, mais en plus, comme on sait, avec la météo, on ne prédit pas parfaitement qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Donc, c'est un autre enjeu, c'est la capacité de prédire et la variabilité en plus. J'avais entendu dire aussi à une époque que les matériaux dont on avait besoin pour les cellules photovoltaïques, tu disais par exemple le silice, c'est très présent dans la croûte terrestre, etc. Mais est-ce que d'un point de vue environnemental, l'extraction de ces matériaux et tout ça, j'avais entendu dire que c'était peut-être pas nécessairement une si bonne piste que ça Le silicium, ou la silice, c'est en surface, là, donc c'est pas des mines creuses, etc. Là, donc je pense que relativement, c'est un matériau qui est facile à extraire. C'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie pour le purifier, pour faire des cristaux, puis on en a besoin, puis tout ça. Là. C'est relativement énergivore pour faire des modules en silicium. Mais non, je pense pas qu'au point de vue des activités de mine, je pense que ça se défend quand même bien. Là. Et puis même par rapport à ce que tu décris pour le raffinement et la purification, est-ce que finalement le calcul vaut quand même la peine Oui, ben moi je pense que, comme je dis, c'est quoi nos options, tu sais? C'est, OK, le charbon, le gaz naturel, le nucléaire, puis, bon, éolien, solaire, etc. Fait que je pense qu'il faut toujours regarder, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui vous dirait « Moi, je veux pas avoir aucun impact environnemental », ben on peut quand même réduire, c'est sûr que je pense que c'est toujours mieux de réduire notre consommation
que juste dire on va rajouter des centrales, etc., puis peu importe, on quitte la maison, puis on laisse la température super élevée, puis je pense que c'est sûr qu'il y a des gains à faire au point de vue de l'efficacité énergétique, mais une fois qu'on a fait ces gains-là, puis qu'on veut vivre dans le monde moderne, on a besoin d'électricité, fait qu'à ce moment-là, c'est une étude comparative entre les différentes sources, puis je pense que, comme j'ai dit, je pense que le solaire se défend très bien là, à ce niveau-là. J'ai des idées bizarres là, qui me sont venues. Je me demandais si il y a des grandes surfaces, par exemple, où il y a ces panneaux-là photovoltaïques et qu'il y a une partie de la chaleur qui est absorbée, peut-être que je parle à travers mon chapeau, qui est absorbée. Est-ce que ça peut diminuer l'effet de la chaleur sur la Terre? J'ai dit que c'était une drôle d'idée. Mon sang. J'imagine que si t'en mettais assez, mais en même temps, j'ai fait le calcul pour m'amuser avant de venir vous voir, là, combien de surface on aurait besoin. Mettons qu'on voulait produire la quantité d'électricité qu'on a besoin sur un an là, avec des panneaux solaires. Toute la planète. Pour toute la planète. Okay. C'est toute l'électricité qu'on consomme. De combien qu'on aurait besoin. J'ai calculé, c'est très approximatif, là, ça dépend évidemment où on les mettrait, là, mais je pense que j'avais fait mon calcul pour le Canada. Là. Mettons, ça prendrait 400 km par 400 km. Pour le Canada? Non, pour l'ensemble, pour produire de l'électricité. Mettons qu'on mettait des panneaux solaires là, au Canada pour produire assez d'électricité pour l'ensemble de la planète. Bon, on oublie le fait qu'il faut la distribuer, etc. J'avais calculé à peu près 400 km par 400 km. Fait que tu recouvrirais pas de toute façon la planète de panneaux solaires. Fait que je pense pas qu'on va avoir un impact là, à ce niveau-là. Mais c'est quand même assez productif. C'est juste 400 km. C'est très productif. En tout cas, ça me semble très intéressant. Là. C'est pas, je recommande pas de faire ça, là, mais effectivement, c'était pour donner un ordre de grandeur que dans le fond, on n'a pas besoin, parce que des fois, les gens vont se dire « Ah oui, mais est-ce qu'on a assez d'espace pour produire de l'électricité dont on a besoin? » Donc, je pense que la réponse, c'est définitivement oui, surtout qu'on en met sur les toits, on pourrait en mettre, par exemple, sur des stationnements où il y a des véhicules électriques, puis on pourrait avoir des panneaux solaires, avec une structure avec des panneaux solaires pour charger là, les véhicules électriques localement, des choses comme ça. Donc, on peut en mettre pas mal n'importe où dans l'environnement bâti ou faire des parcs solaires ou, comme on disait tantôt, on peut en mettre même sur de l'eau, etc. Là. Donc, est-ce qu'il y a des parcs solaires au Québec ou au Canada? Est-ce qu'il y en a? Au Canada, il y en a beaucoup. C'est en Ontario. Parce qu'en Ontario, à partir de 2006, je pense, le gouvernement, il voulait sortir du charbon. Donc maintenant, il n'y a plus d'électricité au charbon en Ontario. Donc, ils ont beaucoup encouragé le solaire et l'éolien en payant les gens un tarif avantageux pour l'électricité qu'ils produisent. Donc, il y a eu beaucoup de centrales solaires qui sont développées en Ontario. Il y en a en Alberta, province qu'il y en a, j'oublie c'est où. Puis au Québec, ça s'en vient, là. Hydro-Québec a annoncé qu'il allait en construire quelques-unes, là, sont un peu en mode expérimentation. Ils veulent voir comment ça va performer, là. Puis en Alberta, il y en a, je pense, une de 400 mégawatts qui a été annoncée. Donc ça commence, ça s'en vient, là. Est-ce qu'au Québec, c'est intéressant d'un point de vue environnemental, vu qu'on a déjà quand même de l'hydroélectricité? Est-ce que l'hydroélectricité serait moins verte que le solaire, ou ils ont chacun leurs désavantages différents, donc on devrait les équilibrer? Ouais, je pense pas que je vais pouvoir trancher cette question-là. Là. Ça dépend un peu à qui tu poses la question, mais comme je disais tantôt, si on est dans une optique d'exportation de notre hydroélectricité, ben je pense que, ou de notre électricité, peu importe la source, là, en autant qu'elle soit verte, je pense que dans ce cas-là, on peut en produire plus, sauf que ça dépend évidemment des prix qu'on est capable d'avoir pour exporter. Donc, si on n'a pas des prix avantageux, mais je pense pas que ça vaut la peine d'en développer là, énormément. Mais je pense que l'approche d'Hydro-Québec, de commencer, voir comment ça performe ici, etc., s'habituer à cette technologie-là, commencer à, comme j'ai dit, peut-être encourager les gens à intégrer ça dans les bâtiments, faire des maisons net zéro, etc. Là, il y a moyen de commencer à développer ça un petit peu. Puis aussi, même au Québec, les barrages, ça commence à coûter plus cher. Là, on a quand même utilisé... Ben oui. Là, on a pris les meilleures rivières. Oui, c'est ça. On a pris les meilleures rivières. Puis si on regarde les coûts des nouveaux barrages, sont quand même beaucoup plus élevés que ceux des anciens barrages. Donc, dans ce sens-là, le solaire puis l'éolien, ça devient intéressant parce que ça compétitionne avec les nouveaux barrages. OK. Comme par exemple, j'ai l'impression que tu en as parlé déjà un petit peu, mais ça serait quoi ton avis sur la place que devrait prendre le solaire, par exemple, au Québec ou dans le monde? Comment est-ce qu'on devrait l'intégrer? Comme tu disais, sur les bâtisses, on pourrait l'intégrer, chacun chez soi, etc. Mais ce serait quoi ta stratégie, par exemple, si tu avais à choisir, là, comment est-ce qu'on devrait l'intégrer?
Donc, tu parles de où on l'installe, par exemple? Ou comment, ouais. à quelle vitesse, je te laisse le champ libre. OK. Si on regarde là, les scénarios du GIEC là, pour qu'on dépasse pas finalement 1,5 degrés Celsius de réchauffement, je pense que d'ici 2050, on avait besoin de quelque chose comme 60 à 80% de notre électricité qui viendrait des sources renouvelables. En ce moment, je pense qu'on est aux alentours de 25%. Donc, on a quand même besoin d'une croissance soutenue de l'énergie renouvelable. Heureusement, en ce moment, ça se produit beaucoup en Chine puis en Inde, où leur électricité est quand même assez polluante, là, surtout en point de vue gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr que moi, je favoriserais à ce que les endroits où ils ont besoin d'électricité, où l'électricité est polluante, j'aimerais que ce soit là que ça se développe le plus, ce qui semble se passer actuellement. Au Canada, ce serait par exemple l'Alberta, la Saskatchewan, qui ont beaucoup de charbon pour la production d'électricité. De toute façon, le Canada a dit que d'ici 2030, on ne veut plus avoir de charbon pour produire de l'électricité. Okay. Donc, il va falloir qu'on remplace ça par quelque chose. Fait que je pense que, de toute façon, comme j'ai dit, l'Alberta commence à développer des parcs solaires là, d'envergure assez significative. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction, puis qu'il doit y avoir une croissance soutenue au point de vue mondial. Puis évidemment, les endroits où l'électricité coûte le plus cher, bien, ça devient évidemment plus compétitif. Donc, je laisserai le jeu des marchés, mais c'est sûr que des fois, ça prend une petite poussée des gouvernements. Là, ça s'est développé en partie, comme j'ai dit, en Ontario, des gouvernements qui disaient « OK, on a besoin d'énergie propre », puis qui ont eu certaines subventions stratégiques. Bon, là, je suis pas une analyste de politique, je vais pas dire exactement quelle politique ça prend où, mais je pense que des fois, quand on est un peu au seuil de la compétitivité, ça peut faire une grosse différence d'avoir des incitatifs fiscaux, différents types d'incitatifs pour que ça prenne vraiment une aire d'aller, là. Puis, bon, c'est sûr que moi, je serais en faveur que ça continue une croissance soutenue, là, comme j'ai dit, pour qu'on ait la quantité d'électricité renouvelable dont on a besoin. Et est-ce que tu sais s'il y a des incitatifs qui sont faits, par exemple, à l'Inde, avec la communauté internationale, pour dire, ben, ça serait peut-être un endroit où on devrait essayer de donner un coup de pouce pour... Ben, le gouvernement de l'Inde est très ambitieux, au fait, dans ses objectifs solaires. Là, puis ça se développe beaucoup en Inde. Je connais pas par cœur leurs incitatifs, mais le gouvernement indien en a lui-même, autant pour les communautés hors réseau que pour les parcs solaires, etc. Là, c'est sûr que le réseau en Inde, le réseau électrique, il y a certaines déficiences aussi, là, donc ils vont avoir des défis eux autres aussi avec l'intégration, etc. Mais je pense qu'ils poussent beaucoup là-dessus en Inde et en Chine aussi. Donc, c'est une bonne chose. J'ai l'impression que tu me sembles très optimiste. Je vois que tu as l'air d'avoir toujours une solution au problème. Puis je me sentais un peu pessimiste avant d'avoir la rencontre, mais est-ce que tu peux me parler un peu de ton attitude par rapport à ça? Parce que je trouve ça vraiment rafraîchissant et plaisant là, pour mon éco-anxiété. Là. Moi aussi, j'ai beaucoup d'éco-anxiété. Mais je pense que l'électricité, ben, le solaire, dans le fond, je suis dans un domaine où ça se développe bien. Je pense que le solaire, l'éolien, c'est deux énergies renouvelables là, qui ont vraiment le vent dans les voiles, là, que ça se développe, la croissance est rapide et soutenue. Il y a d'autres énergies renouvelables que ça n'a pas pris son envol autant. Mais je pense que l'électricité, le fait de rendre l'électricité plus verte, c'est quelque chose qui se passe assez bien. Puis d'ailleurs, les gens le disent, là, dans le fond, la stratégie, c'est de rendre l'électricité plus verte puis essayer d'électrifier le plus d'usages possible, là, que ce soit les transports, les procédés industriels, etc. Donc, je pense que peut-être je suis optimiste par rapport à ça parce que c'est une solution qui se développe bien. Mais c'est sûr qu'il y a des défis de taille là, quand on va vouloir avoir des pourcentages très élevés d'énergie renouvelable. D'ailleurs, le groupe dont je fais partie, on travaille sur l'énergie photovoltaïque, mais on travaille aussi sur l'intégration au réseau de l'énergie renouvelable parce qu'il y a toutes sortes de défis à ce niveau-là. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction, mais il va définitivement falloir continuer là, à innover puis à trouver comment on peut faire pour opérer des réseaux comme il faut avec ces quantités massives d'énergie renouvelable. Et là, tu parlais d'intégration au réseau. Je ne sais pas là, comment ça fonctionne, mais Hydro-Québec, qui produit, par exemple, beaucoup d'électricité, s'il y a trop d'électricité, est-ce qu'eux, ils l'accumulent? Est-ce qu'ils l'engrangent ou est-ce qu'ils le répartissent? Ça se passe comment à ce niveau-là? Bien, au Québec, on est chanceux. Là, on a des grands barrages avec des réservoirs, donc ils peuvent l'accumuler. Effectivement, on va toujours produire autant qu'on a besoin, et incluant là, les exportations. Donc, on n'a pas de stockage en tant que tel significatif, à part les réservoirs des barrages, où on peut dire, bon, ben là, on accumule l'eau, puis c'est tout.
on accumule jusqu'à temps qu'on en ait besoin. Besoin de plus, OK. Donc, on est chanceux. Puis d'ailleurs, dans les médias, là, je voyais récemment une nouvelle qui disait peut-être que le Québec pourrait être la batterie de l'Amérique du Nord, ou en tout cas une partie de l'Amérique du Nord avec ses barrages, parce que justement, c'est une forme de stockage où on peut dire, OK, bien en ce moment, le solaire et l'éolien produisent beaucoup, donc accumulant l'eau dans nos réservoirs. Puis au contraire, mais quand ils produisent pas assez, on peut s'en servir. Donc, on est vraiment chanceux. Là. Malheureusement, il n'y a pas ça partout au monde, la possibilité d'avoir des grands réservoirs, des grands barrages comme ça. C'est comme une espèce de bon equalizer qui permet de je sais pas comment dire en français, mais d'équilibrer ou d'ajuster la demande avec l'eau. OK, c'est vrai que c'est un aspect vraiment intéressant pour nous. Mais je me demandais... Pour toi qui travailles dans ce domaine-là, est-ce que des considérations, parce qu'on a eu une discussion quand même assez technique et assez scientifique, mais est-ce que toi, il y a une réflexion particulièrement éthique en arrière et comment t'en parlerais? Ben moi, c'est ça qui m'a poussée à aller dans ce domaine-là. Là. Comme je disais à Kevin tantôt, au fait, moi j'ai étudié en physique des particules théoriques, puis je faisais des choses très abstraites. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec la physique qui aurait un impact beaucoup plus concret? Puis c'est comme ça que je me suis orientée vers les énergies renouvelables. Donc moi, c'est un peu l'éthique qui a motivé en partie là, mon choix de carrière. C'est comme on dit, là, c'est l'enjeu de l'heure. Là, je veux dire, notre climat qui se dérègle, je pense que c'est vraiment une considération éthique là, qu'on a probablement au jour le jour, puis que ça fait partie de la solution. Là, donc c'est une bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a des questions de combien on consomme d'énergie. Là. Moi, je suis consciente d'en consommer beaucoup trop, là, puis de prendre des douches beaucoup trop longues, puis etc. Là. Donc, c'est sûr que ce serait intéressant que vous faisiez une émission sur la conservation d'énergie, puis l'efficacité énergétique, là, dont on n'a pas parlé tant que ça, mais qui est vraiment la première chose à faire, là, c'est de réduire. Puis aussi, ça va être beaucoup plus facile d'atteindre nos objectifs en termes d'avoir de l'énergie verte. Et si la croissance est très rapide, ben ça va être beaucoup plus difficile d'installer assez de panneaux solaires puis d'éoliennes, etc., pour qu'on n'ait pas des émissions trop élevées. Donc, ça fait partie des enjeux. Là. Et justement, en fait, par rapport à ça, parce que je me faisais exactement la même réflexion, et notamment quand on parle beaucoup en ce moment de transition et de décroissance et tout ça, et est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre nos habitudes qu'on doit modifier, puis dans le fond, la pratique? Ben, il y a un lien dans le sens, nous, on étudie, par exemple, l'intégration au réseau, puis il y a, par exemple, la question de la pointe. Au Québec, on dit souvent, là, en ce moment, qu'on a des surplus d'électricité, mais par contre, pourquoi des fois on va avoir besoin de nouvelles centrales potentiellement ou de puissance thermique, etc. C'est pour répondre à la pointe. Là. Fait qu'au Québec, c'est quand il fait très froid en hiver, là, on peut avoir une demande très élevée. Donc, au point de vue de notre comportement, je sais qu'Hydro-Québec, ils viennent d'introduire des tarifs dynamiques. Donc, par exemple, en hiver, ils vont demander aux gens, OK, en période de pointe, quand il fait très, très froid, on va vous demander de réduire votre consommation. Ou il y a un autre tarif où tu payes moins cher la plupart du temps en hiver. Je sais pas, je connais pas le tarif exactement, mais c'est moins que ce que la plupart des gens payent. Mais en période de pointe, tu vas payer 50 sous par kilowattheure, qui est très élevé. Donc, ça, je pense que ça peut être intéressant pour nous, au niveau individuel, de dire, OK, bien, est-ce que je peux essayer de regarder ma consommation en période de pointe? Parce que ça a un impact disproportionné. J'essaie de ramener ça là, au niveau de l'individu. Puis on regarde aussi comment on pourrait aider à intégrer des énergies renouvelables, disons, chez nous. Je parlais tantôt des chauffe-eau. C'est quelque chose qu'on étudie, nous autres. C'est comme une sorte de batterie, là, si on veut, dans le sens que, tu sais, peut-être que quand je produis beaucoup d'énergie, bien, puis j'en ai moins besoin, je peux préchauffer mon eau. Ça pourrait être l'air aussi dans la maison. Puis, par contre, quand j'ai moins de production, bien, à ce moment-là, on va laisser l'eau se refroidir un peu, là. Puis ça va être la même chose potentiellement avec les voitures électriques aussi, qui ont toutes des petites batteries, donc qui pourraient potentiellement être utilisées pour équilibrer encore là les énergies renouvelables. Donc, je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais je pense qu'on va avoir quand même un rôle à jouer. C'est quelqu'un qui dit, OK, moi, je veux qu'il y ait plein d'énergies renouvelables sur le réseau, puis je veux aider à intégrer ça. Bien, je pense qu'on va avoir quand même un rôle à jouer à ce niveau-là. Il y a un aspect important là, que tu viens de soulever, mais que tu l'avais déjà soulevé, je pense, durant la rencontre. La pointe est beaucoup plus importante que ce que je m'imaginais là, dans ma conception avant. Là. On va produire suffisamment d'électricité pour être sûr de pouvoir avoir la pointe. Ouais. Alors si on diminue la pointe, ben là, on peut faire vraiment plus de changements que si on diminue notre consommation générale. Ouais. Donc c'est vraiment un aspect là, super important. Là. Donc quand il fait très froid,
de faire un effort à ce moment-là, c'est vraiment comme là qu'on peut faire des gains, c'est ça ouais, que tu parce dis? que, par exemple, si, mettons que je suis Hydro-Québec puis je suis capable de produire assez d'énergie sur une base annuelle pour répondre aux besoins de la clientèle, mais malheureusement, à tel moment en hiver, j'ai pas assez de puissance. Bien, à ce moment-là, j'ai besoin d'une nouvelle centrale ou j'ai besoin d'importer. Fait que c'est vraiment la pointe qui va dicter la capacité de génération dont on a besoin. Donc, si on a moins de pointes, bien, à ce moment-là, on va avoir besoin de moins de nouvelles centrales, etc. Fait que oui, ça a vraiment un rôle disproportionné, là. Au plan individuel, je pense que c'est un endroit où j'avais pas en tête que c'était... Hmm. Je voulais diminuer ma consommation générale, mais à cet aspect-là... Oui, bien, ça aussi, c'est sûr que c'est important. Là. Et spécialement de faire l'effort ouais. là-dessus. Ouais. Okay. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur l'utilisation d'énergie au Canada, par exemple, là, de quoi ça a l'air et quelle est la tendance peut-être générale pour voir où est-ce qu'on s'en va et où est-ce qu'on en est? OK. Bien, au Canada, pour l'électricité, là, on est quand même bien placé. On a environ 60% de notre électricité qui vient de l'hydroélectrique. Donc, au Canada. Okay. Donc, c'est le Québec, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve-Labrador. Donc, c'est quand même... Il y en a aussi en Ontario, il y en a un peu partout. On a du nucléaire, environ 15%. Bon, chacun peut avoir sa position sur le nucléaire, mais en tout cas, ça n'émet pas de gaz à effet de serre là, quand c'est en opération. Pour les autres énergies renouvelables, donc éolien et solaire, puis je pense biomasse, c'est à peu près 7% au total. Puis le reste, donc 19%, ce serait le gaz, le charbon, etc. Puis comme on a dit tantôt, d'ici 2030, le Canada veut sortir du charbon. J'avais aussi vu que de l'an 2000 à l'an 2017, on a diminué l'intensité en gaz à effet de serre de notre électricité au Canada de 42%. C'est quand même très bien, là. Donc, comme j'ai dit, l'Ontario est sorti du charbon complètement. Donc, pour l'électricité, on s'en va dans la bonne direction, là. Par contre, il y a d'autres formes d'énergie où ça l'a... Le transport, par exemple. Le transport, c'est ça. Où ça l'a augmenté, ouais. Parfait. Ben, j'ai l'impression qu'on a quand même certains aspects pour améliorer individuellement, nous, en tant qu'auditeurs, réduire à la pointe, tenter de réduire quand même de façon générale notre consommation, et qu'on peut même participer à la création d'énergie. Je savais pas qu'on pouvait avoir une influence, par exemple, sur l'énergie du Québec, par exemple. Si on en produit, ben on donne plus d'électricité, donc la pointe va peut-être être plus facilement... on va pouvoir plus facilement répondre à la demande de la pointe, parce qu'on peut en produire aussi en tant qu'individu, individuellement, là, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects sur lesquels tu voulais revenir qui seraient importants selon toi? Je pense que ça fait pas mal le tour. Là, j'avais des chiffres sur, mettons, les aspects économiques, choses comme ça. Sur les aspects économiques, ça peut être intéressant, oui. Dans le fond, au point de vue mondial, ça représente à peu près 132 milliards, là, l'industrie solaire. 132 milliards, OK. Et 3,6 millions d'emplois. Donc, c'est quand même significatif, là. Au niveau canadien, c'est à peu près 400 millions, l'industrie solaire. Puis je pense à peu près 5 000 ou plus emplois, là. Puis ça compte ton salaire? Oui, effectivement. La recherche aussi. Oui, ça fait une grosse portion du 400 millions qui... Il faut de la recherche de fonds, hein, c'est important. Et peut-être en terminant, l'entreprise, c'est une entreprise pour laquelle tu travailles? Non, je travaille pour le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral, oui. C'est Ressources naturelles Canada. Puis on est un centre de recherche et de développement en énergie propre. Fait qu'on regarde des questions d'efficacité énergétique dans les bâtiments, les procédés industriels. On regarde l'énergie solaire photovoltaïque. Puis on regarde, comme j'ai dit, l'intégration au réseau électrique là, de grandes quantités d'énergie renouvelable, qui, je pense, est vraiment une question absolument cruciale là, si on veut réussir à continuer à augmenter la quantité d'énergie solaire et éolienne, là, parce que sinon, ça va être très difficile là, si on ne continue pas à pousser ces recherches-là. Ben, merci beaucoup pour toute l'information que tu nous as rendue accessible, parce que des fois, c'est un peu difficile dans le monde de la science d'avoir de l'information accessible puis qu'on peut utiliser là, dans nos vies tous les jours. Non, mais ça me fait plaisir d'en parler. Comme vous pouvez voir, je suis très enthousiaste à propos du sujet sur lequel je travaille. Donc. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.